Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche Politique. Fin d'une semaine bien fournie en informations. Le gouvernement béninois a rétabli la vérité relative aux 3 tonnes de cocaïne saisies en Uruguay. L'expulsion, que dis-je, le retrait d'agrément à l'ambassadeur de l'Union européenne suite à ses activités subversives et son ingérence dans les affaires internes du Bénin et bien d'autres sujets ont meublé le quotidien des Béninois tout au long de cette semaine et lesquels sujets nourriront aussi ce numéro de Dimanche Politique. Ce 1er décembre 2019, Dimanche Politique reçoit un intellectuel, un accompli, un polyvalent, un politique. Il est sociologue et agronome. Il est chercheur au laboratoire d'analyse dynamique des dynamiques sociales et du développement, l'ADID, à l'université d'Abomey-Calavi, plus précisément à la faculté des sciences agronomiques de cette université. Il est aussi consultant associé au cabinet Innove Sud, un cabinet de recherche pour l'innovation au Sud. Et au regard de tout ce qui vient d'être dit, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il reste un cadre compétent dans les processus de diffusion et d'adoption des innovations en santé, en agriculture, la crise dans l'action collective, la malnutrition et les effets et impacts des projets de développement. À cet élogieux parcours, je me dois d'ajouter son expérience politique au sein de l'UDBN, entendez, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Monsieur Finayon Florian Fadonoubo, bienvenue, bonjour. Bonjour monsieur d'abord et merci de me recevoir dans votre émission dominicale. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Fadonoubo. Oui. Ai-je pu tout dire de vous? Pratiquement tout. Si je devrais corriger quelque chose, j'ajouterais qu'au-delà de mon occupation en tant que chercheur au niveau du laboratoire et voilà, le volet consultant au niveau du cabinet de recherche, je suis également producteur, d'accord. J'ai une petite unité de production et de commercialisation de produits fumés diététiques. Donc, si vous avez envie de manger du tilapia, du aquavit fumé, bio, d'accord, sans risque sanitaire, du aboli fumé, du poulet fumé, ainsi que des lapins fumés diététiques, donc sans risque sanitaire et capable d'être conservé naturellement sur des périodes relativement importantes. Oui, vous m'appelez et je vous servirai. Il y a de quoi titiller les papilles gustatives, encore un dimanche de nombre de Béninois câblés et d'une télévision. Alors, on va poursuivre toujours avec M. Fadonoubo. Au-delà de cette unité de production, comment arrivez-vous à concilier ces différentes occupations? Comment arrivez-vous à organiser votre agenda? Cela se fait naturellement. Cela se fait naturellement et j'ai souvent... Le campus, la production privée, les activités politiques. Oui. D'abord, c'est une des caractéristiques de notre temps et des temps à venir. Je l'ai souvent dit en situation de cours aux jeunes frères, donc aux étudiants. Hier, si c'était facile pour nos parents de se contenter d'un emploi sur 30 ans pour s'en sortir, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre cela parce que c'est pas évident, c'est pas réaliste, d'accord? Donc, la règle, c'est forcément la diversification des sources de revenus, c'est la pluriactivité. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. C'est important pour véritablement être autonome, avoir la liberté financière et pouvoir se donner la chance de réaliser ses rêves. Donc, au début, c'était une contrainte. Vous démarrez par une activité et vous remarquez qu'elle ne vous permet pas de réaliser vos besoins, d'atteindre vos objectifs. Et puis, vous réfléchissez, qu'est-ce que je fais en plus, qu'est-ce que j'ai comme talent que je peux également utiliser. Et donc, c'est voilà, tout de façon naturelle que je me retrouve à faire de la consultation. Et quand je dis la consultation, c'est une activité qui n'est pas pérenne. D'accord? Donc, pour un jeune cabinet comme le nôtre, vous n'avez pas des marchés tous les mois et toutes les semaines. Les semaines où vous n'avez pas de marché, vous vous occupez peut-être. Vous travaillez peut-être sur un projet de recherche au niveau du laboratoire, d'accord, où je suis, où j'ai réalisé ma thèse de doctorat, d'accord, qui est en instance de soutenance.
Et donc, à côté de ces deux activités qui peuvent ne pas vous occuper quotidiennement, j'avais besoin d'une activité qui m'occupe au jour le jour et qui me garantisse également des entrées au jour le jour. Et donc, c'est là qu'est née l'idée d'avoir une petite unité où on distribue des produits. Et dans cet éventail d'activités, quelle place accordez-vous à la petite famille, comme on le dit? Beaucoup de place. La petite famille au cœur même de cet éventail, c'est même le déclic ou le leitmotiv pour lequel je suis obligé de me déployer, d'accord, de diversifier. Et bon, c'est pas... La petite famille est au cœur de tout ça. Je passe assez de temps avec mes enfants, d'accord? Je passe assez de temps avec eux. Le travail de consultant, le travail de chercheur, heureusement, vous donne un peu de liberté par rapport à la gestion de votre temps. D'accord? Vous pouvez rédiger un rapport. Pour rédiger un rapport, vous n'avez pas besoin forcément d'aller au bureau. Vous pouvez le faire avec votre ordinateur, une bonne connexion, depuis la maison. D'accord? Et donc, en dehors des parties contraignantes où vous devez être sur le terrain, où vous devrez voyager pendant 1 mois, 2 mois, et ça se gère, c'est suffisamment compliqué, mais c'est des trucs que nous devons apprendre à gérer aujourd'hui. Comment vous gérez? Parce que je ne dis pas à ma femme, elle travaille et elle n'est pas à Cotonou, elle est au nord. Encore. Elle est au nord. Et donc, c'est beaucoup de contraintes, mais justement, nous sommes dans une période où il faut apprendre à gérer ces contraintes. Ah oui. Il faut développer l'intelligence organisationnelle, il faut utiliser les astuces nécessaires, d'accord, des couples amis que vous pouvez solliciter pour vous aider à garder, pour vous aider à surveiller les enfants. Donc, assez de trucs astucieux qu'il faut inventer, qu'il faut imaginer pour pouvoir... Et c'est aussi cela l'objectif de cette première partie de l'émission, d'apprendre davantage de l'expérience de l'autre. Et oui, nous en apprenons ainsi qu'on peut associer plusieurs activités. Absolument. Et justement, et bien s'occuper encore de sa famille, comme on le dit, ou de sa petite famille, comme on se plaît à le dire, même si elle n'est pas la petite en tant que telle. Alors, M. Florian Fadonoubo, qu'est-ce qui peut amener un bel analyste du tissu social, un bon sociologue, à adhérer à un parti politique? Premier élément... Pour ne pas citer l'UDBN. Son insatisfaction par rapport à la qualité des hommes politiques, à la qualité de la gouvernance, à la qualité du débat, d'accord? Son insatisfaction, donc c'est d'abord une question de non-satisfaction. J'ai des besoins qui ne sont pas satisfaits quand je vois nos politiciens. Je ne parle pas forcément des politiciens en 2019. Je parle de toute l'offre politique. De l'histoire de l'endroit politique. Tout au moins quand même, voilà, majeur, que j'observe, et que j'écoute, que je suis les actes et propos des uns et des autres. D'accord? Ah oui. Voilà. J'ai jamais été satisfait de la qualité de... Voilà, je le dis comme ça. J'ai jamais été satisfait de la qualité de nos hommes politiques. Mais pourquoi le choix de l'UDBN? D'accord? Et donc, il y a ça. Deuxième élément, pour que je puisse faire le pas. J'aurais pu faire le pas depuis, mais je me refusais de faire le pas justement parce que ce qui était important pour moi, c'était d'avoir mon autonomie, c'était d'avoir un gagne-pain, c'était d'être autonome. Donc je ne me voyais pas m'engager dans un parti politique alors que je n'ai pas réglé les questions existentielles, les questions de suivi. Donc j'ai préféré concentrer une bonne partie de mon temps pour justement développer, pour me donner cette sécurité avant de décider de prendre un peu de mon temps pour m'intéresser, pour me consacrer aux questions de nous tous, aux questions du vivre ensemble. Parce que c'est ça. S'investir en politique, c'est s'investir pour le grand nombre, c'est s'investir pour son pays. Troisième élément qui a fait le déclic à mon niveau, c'est la série de réformes initiées depuis l'avènement du régime Talon. D'accord. Cette série de réformes rendent le système partisan attrayant, attractif pour quelqu'un comme moi. D'accord. Je me dis que plus ou moins les partis politiques deviennent vivables, d'accord, deviennent des creusets où on peut aller et discuter. Le milieu politique est assaini. Assaini. Donc forcément, je n'y vais pas pour être utilisé, pour être, voilà. Et dernier élément, pourquoi l'UDBN? J'aurais pu choisir d'autres partis, ça c'est vrai. Mais le premier critère pour moi a été, j'analyse la justesse, la pertinence des partis politiques d'abord par rapport
à ce qui se fait depuis 2016. Donc, je veux voir le positionnement par rapport à ça. D'accord? Je suis fondamentalement convaincu que ce qui se fait depuis 2016, ça peut ne pas être parfait. Il peut y avoir des trucs à corriger. Mais dans le fond, c'est ce qu'il nous fallait depuis. Dans le fond, c'est ce qu'il nous faut. D'accord? Et donc, j'étais très heureux. Vous êtes, donc, si je comprends bien, attaché à vos convictions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ce n'est pas possible pour moi de me retrouver dans le discours de quelqu'un qui peint tout de go en noir par rapport à ce qui se fait. Ça veut dire pour moi, c'est qui n'est pas honnête. Quelqu'un qui peint tout ce qui se fait en noir, qui n'est pas honnête. Et donc, d'office, parmi mes critères, je l'élimine. Donc, je me retrouve avec des gens qui, plus ou moins, ont l'honnêteté, le courage de dire, même si c'est douloureux pour les populations, même si les gens ont des difficultés à cause de ce qui se fait, les gens qui ont le courage de dire ce qui se fait est bon et il faut le continuer. Donc, c'est le premier élément. Donc, quand je rentre dans cette catégorie, j'ai plusieurs parties également. D'accord? Je parle donc de mes convictions, mais après, je fais un choix pragmatique. Un choix pragmatique, pour moi, c'est dans quel parti je peux m'épanouir en tant que jeune. En tant que jeune n'ayant jamais milité dans un parti auparavant. Et c'est la bonne question. D'accord? Dans quel parti je peux m'épanouir? Dans quel parti je peux être même valorisé? m'exprimer. D'accord? Dans quel parti je peux me sentir à l'aise? Et donc, j'ai fouillé. Il y a des jeunes partout, mais je me suis dit, c'est sûr que certains partis, surtout avec tout ce qu'il y a eu comme fusion, donc, il serait difficile pour un jeune comme moi, n'ayant jamais milité dans un parti, et surtout, n'étant pas. Donc, vous avez des partis qui existaient, non, qui se mettent ensemble, et qui mettent ensemble leur jeunesse. Donc, vous avez des jeunesses ou bien des jeunes affûtés depuis des années, d'accord, qui sont venus protéger avec leurs parrains dans de nouveaux partis, qui certainement auront plus de facilité. Et donc, j'ai fait ce raisonnement pragmatique, d'accord, intéressé. Ne nous voilons pas la face. Oui. Il y a les convictions, ce qui est mais normal. après, il faut avoir une raison fondamentale qui vous lie, qui vous motive. D'accord? Donc, je ne vais pas essayer à dire que c'est seulement les idées. C'est seulement les idées. Il y a beaucoup qui partagent les mêmes idées, mais il faut après voir ce qui vous arrange, ce qui vous permet d'évoluer par rapport à vos objectifs de vie. Et donc, c'est après toutes ces analyses, j'ai trouvé que l'UDBN, comme jeune parti, oui, mais un parti quand même qui existait avant les réformes et qui a réussi, qui fait partie des rares partis à avoir réussi à faire la traversée en restant tel, en ne se dénaturant pas, en ne se défigurant pas. D'accord? Oui. Pour moi, c'est important. Mais l'UDBN vous convainc-elle après adhésion? Après adhésion, je ne suis pas encore déçu. D'accord? Donc, voilà, et mon expérience, elle est jeune, d'accord? Donc, je ne vais pas faire trop de conclusions hâtives, mais juste là, je ne suis pas encore déçu. Par rapport à la qualité des échanges, par rapport à ce que je présumais, un environnement favorable pour un jeune comme moi, oui, je l'ai constaté. D'accord? Facilité d'échange, voilà. D'éclosion. D'éclosion, d'accord? Un cercle de débat où vous voyez des idées, vous confrontez les idées, et non une question de personne, une question d'âge, ni de sexe. Ça, cet environnement, c'est très important pour moi. Voilà, c'est ce que je recherchais. Et donc, juste là, c'est bon, et je ne pense pas, et je ne vois pas pour quelle raison ça devait changer. Parce que j'y suis arrivé, je suis sûr que d'autres viendront. Et à force donc de devenir plus nombreux, d'être qualitativement et quantitativement plus important, ça ne peut qu'améliorer l'environnement. Ça ne peut que le rendre encore plus attractif et également plus attrayant pour des jeunes comme moi. Et surtout, vous voyez, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont un dédain pour la politique. D'accord? Et donc, tout ceci peut leur permettre de voir autrement la politique, d'accord? De se poser de nouvelles questions et peut-être de faire le pas comme je l'ai fait. Parce que pour moi, il est important pour nous de remplacer qualitativement ceux qui sont là. D'abord, il faut les pousser à sortir. Il faut les pousser à sortir, après il faut les remplacer, mais de façon qualitative. Et si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui va se passer? La mauvaise qualité ou la qualité détestable dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est liée juste au fait que beaucoup de gens de qualité ont trouvé que la politique n'est pas bonne pour eux, que l'environnement est repoussant.
Et comme la nature a horreur du vide, ils se sont retirés et d'autres, moins, voilà, ont pris la place. Et voilà, nous sommes en train de colmater, de gérer les dégâts de ce paradoxe. Donc il faut le corriger à long terme. Nous sommes en train de subir la récurrence. Exactement. Voilà. On va maintenant, M. Finayon Florian Falonogbo, entrer dans la lecture de l'actualité sociopolitique au Bénin. Et c'est maintenant et tout de suite de l'UDBN face, sinon à l'épreuve de la réforme du système partisan. Vous, jeunes, adhérents, jeunes membres d'un parti, avez-vous réellement mesuré le risque qu'il y a à faire un tel choix en ce moment précis, en ce moment où, vous le savez, l'UDBN a été, comme beaucoup d'autres partis, ostracisé, empêché de participer aux récentes joutes électorales du 28 avril 2019. Avez-vous vraiment fait le très bon choix d'adhérer maintenant, ne serait-ce que maintenant? Quand on suit en face d'autres partis bien nantis, mieux lotis, très proches du pouvoir, pourquoi quand même avoir insisté sur ce choix? Ok. Tout à l'heure, je disais j'aurais pu choisir d'autres partis si je m'en tenais au deuxième critère qui était la position par rapport au gouvernement ou à ce qui se fait actuellement. Même s'il faut préciser que l'UDBN reste et toujours de la mouvance. Exactement, d'accord. Donc vous avez ça, mais vous avez également d'autres personnes qui appartiennent à cette mouvance, d'autres partis qui appartiennent à cette mouvance. Pourquoi n'avoir pas adhéré à d'autres partis en griffe plus géants, d'accord? C'est ça la dimension pragmatique de mon choix. Oui. Et pourquoi maintenant? Non, pourquoi maintenant? Pourquoi en cette période délicate de réforme? Vous parlez Mais non, la période délicate des réformes, c'est justement ça qui m'a motivé, moi. C'est justement ça qui m'a donné la garantie que oui, quelque chose de nouveau peut se faire avec les partis politiques. Donc, pour moi, le moment n'est pas du tout délicat. Il est juste propice. Y étiez-vous avant le 28 avril ou juste après le 28 avril? Le 28 avril, c'est la date de quel événement déjà? Les législatives. Législatives. Les dernières législatives. Les dernières législatives, non. Juste après? Non, juste après. D'accord. Juste après. Juste après. Donc, vous voyez, le fait même qu'elle n'ait pas pu compétir n'a pas été un élément démotivant pour moi parce que ce qui s'est passé lors des dernières législatives... C'est cela même la pertinence de votre choix. Ce qui s'est passé lors des dernières législatives... Après ces législatives, vous auriez pu quand même ne pas faire ce choix. Ce qui s'est passé lors des dernières législatives, pour moi, n'est qu'une parenthèse. N'est qu'une parenthèse. Un accident de parcours, d'accord? C'est sûr que si on évolue dans le raisonnement, vous comprendrez, c'est un accident de parcours et par rapport à un certain nombre de considérations politiques, il fallait que ça arrive. L'UDBN et sa présidente ont été empêchés, je l'ai dit, de prendre part à cette grande messe électorale du 28 avril. Néanmoins, cela n'a pas démotivé un tant soit peu la présidente qui a continué à réitérer encore son soutien, son appartenance à la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qu'il explique? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de soutenir fondamentalement. Elle dit dans le fond, vous pouvez ne pas être d'accord sur tout. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la tête de la personne, mais vous vous intéressez au fond, à l'essentiel. Et il me semble que la présidente s'est intéressée à l'essentiel. À l'idéal. À l'idéal. L'essentiel, le fond, c'est toutes ces réformes, c'est toutes ces actions bien mûries, bien approfondies, bien réfléchies, qui visent le développement. Qui sont portées par le président Talon et son gouvernement. D'accord. Dans la mise en œuvre, il peut y avoir, oui, des crocs en jambes, il peut y avoir des hicks. On ne peut pas se baser sur ces détails pour véritablement se positionner quand on est un parti sérieux. D'accord. C'est comme l'histoire des dents et de la langue. Appelé à cohabiter, mais à des moments, il peut y avoir des Parce que là, sur ce coup, elle a fait l'exception, un peu en connaissant la classe politique béninoise. Au lendemain de ce 28 avril, elle aurait tourné le dos au gouvernement, simplement monter au créneau et se fendre peut-être d'un communiqué pour dire que voilà, qu'elle a rejoint la classe radicale, la classe de l'opposition radicale. Vous voyez cette constance, vous voyez cette maturité qui ont été également pour beaucoup dans mon choix, dans ma décision. Voilà. Alors, et puisque nous y sommes maintenant,
La réforme du système partisan est effective. Vous ne me direz pas le contraire, Non. M. Fadon-Nouveau. Non. Et cette réforme n'a pas été effective sans grincement de dents, sans des couacs et autres. Et oui, on a constaté que cette réforme a ostracisé un bon nombre de partis qui n'ont pas pu, jusque-là, être validés, homologués, parce que ces partis n'ont pas pu décrocher leur sésame, que je ne vais pas préciser davantage, le certificat de conformité. Donc, ces partis aujourd'hui ne... Doit-on encore continuer d'ailleurs à parler de partis? Ces ensembles politiques ne sont plus des partis politiques. Enfin, pour le moment, on connaît désormais moins d'une dizaine qui sont légalement constitués selon les cadres juridiques actuels. Oui. Florian Fadon-Nouveau, oui. N'aurait-on pas quand même pu procéder autrement? Je veux parler de la pédagogie qui a conduit cette réforme du système partisan. Ça, c'est sûr. Il y a toujours 1000 manières de faire une chose. D'accord? Ça aurait été un autre président, peut-être même qu'il n'y aurait même pas eu la réforme. La preuve, elle était voulue, elle était souhaitée depuis plus de 20 ans. Mais elle n'était jamais intervenue. D'accord? Donc, c'est sûr qu'il y a 1000 manières de la conduire. Mais voilà, on s'en tient à ce qui a été fait parce que c'est celui qui est là qui l'a fait. Et quand vous avez un président, donc, vous avez dit, son empreinte, sa personnalité, tout déteint sur ce qu'il fait. Tout déteint sur ce qu'il fait. Et donc, il y a des trucs qu'on aurait pu faire autrement, d'accord? Mais au fait, si vous faites une analyse froide, crue, et peut-être même cruelle, je dis, les opposants disent tout a été fait pour qu'on nous exclue. C'est ce qu'ils disent. Tout a été fait. Et ce n'est pas totalement... Ont-ils tort? Non. Ce n'est pas totalement faux. D'accord? Mais ils ont contribué à cette exclusion. D'accord? Ils ont contribué à cette exclusion. Vous le pensez vraiment? Oui, oui, oui. Ils ont contribué en manquant d'anticipation. D'accord? Ils ont contribué en ne faisant pas toujours les bons choix au bon moment. Et au fait, la politique, elle est cruelle. Elle est cruelle. Elle n'est pas... Voilà, elle est cruelle. Vous faites le mauvais choix ou vous faites le bon choix au mauvais moment, vous le payez cash. D'accord? Ils n'ont pas vu le danger venir, ils n'ont pas anticipé, sinon qu'ils auraient pu éviter ça. Maintenant, si vous voulez, pour comprendre tout ça, faisons un petit retour sur la situation, c'est-à-dire ce qui explique tout ce qui se passe depuis 2016. Vous avez une situation où en 1991, on hérite d'un système de démocratie. Et d'un système de démocratie qui, quelques années plus tard, va se révéler un piège sans fin. Un piège sans fin. Vous avez, et je n'arrive pas encore à cerner tous les facteurs qui l'expliquent, mais vous avez que véritablement le président, quand il est élu démocratiquement, malgré sa bonne volonté, malgré son envie, quand il prend les rênes du pouvoir, il a des difficultés à dérouler. Il a des difficultés à dire ce qu'il a promis, à faire ce qu'il a promis. Il a des difficultés à aller au bout des actions qu'il juge, qu'il pense être pertinentes, très positives. Oui, parce qu'il n'arrive pas à fédérer toutes les forces vives. Non, mais non, je le prends même pas une question même de force vive. Il a été élu par une majorité. Donc, si on prend les populations, oui, beaucoup ont certainement cru en lui pour le porter. Donc, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à fédérer, ou bien ce qu'il a de difficulté à fédérer, c'est les acteurs politiques. Et ça, c'est lié au mode de fonctionnement du système partisan. Donc, vous avez un président et vous avez les autres leviers de pouvoir qui sont occupés par des individus ou de groupes d'individus. De sorte que le président, pour passer à l'action, pour mettre en œuvre ce qu'il a envie de faire, il est obligé chaque fois de négocier, c'est normal, mais de faire des compromissions. Mais c'est cela. Non. Vous allez voir le côté pervers de ce que je dis. C'est cela une partie de l'essence de la démocratie. Non, non, vous allez voir le côté pervers de ce que je dis. Comme vous avez l'essence, c'est-à-dire la démocratie, si elle fonctionne sur de grands partis politiques et que ces grands partis politiques permettent de dégager un individu, quand il prend le pouvoir, il prend le pouvoir avec une majorité politique critique. Il ne prend pas le pouvoir pour aller à la quête mais qui ne doit pas s'imposer. Non, 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 non.
qui ne doit pas opprimer ou oppresser. Non, ce n'est pas de l'oppression. Cet ensemble ou cette majorité. Ce n'est pas de l'oppression, ça donne de la sécurité au président. Vous comprenez? Quand le président prend le pouvoir, et c'est après qu'il a obligé d'aller à la quête des gens qui peuvent le soutenir, à mettre en œuvre ce que lui, individu, il a réfléchi, mûri, rédigé et tout fait pour se faire élire. Quand c'est après qu'il a pris le pouvoir, vous vous retrouvez dans un jeu de chantage politique. Et dans le chantage politique, comment vous pouvez imaginer que vous envoyez une loi qui est censée arranger l'intérêt général pour que les gens qui sont payés, qui sont censés représenter le peuple pour voter, que chacun d'eux exige qu'on leur donne de l'argent pour voter la loi. Vous l'aviez évoqué à l'entame, que la politique est cruelle. Vous comprenez? Non, ça ce n'est pas de la cruauté, ça c'est de la perversion. Ce n'est pas le côté cruel de la politique, ça. Le côté cruel de la politique, c'est en termes de stratégie. Et tu espérais gagner, je te dame le pion parce que j'ai été plus malin, plus rapide, plus futé que toi. Ça, ce n'est pas de la cruauté. Ça, c'est de la perversion. Ça, il ne faut pas lésiner sur les mots. Et donc, vous retrouvez un système où le président, pour faire passer tout ce qui est, selon lui, bon pour le peuple, est obligé de troquer. Avec des acteurs politiques qui troquent. De concéder. Et donc, finalement, ces acteurs politiques, paradoxalement, ont des intérêts qui sont souvent en opposition avec l'intérêt général. Oui. Donc, pas fini, le monsieur passe 5 ans à faire quoi? Il passe 5 ans à servir les individus, les acteurs qui sont autour de lui dans leurs intérêts qui sont contraires. Au détriment des citoyens. Parce que sans eux, il n'est pas sûr de terminer de façon tranquille son dérouler, mandat. Sans eux, il n'est pas sûr de renouveler son mandat. Et c'est tout ça qui donnait de la pertinence à l'idée de il ne faut plus renouveler le mandat pour donner la liberté, pour que le monsieur ne cherche plus à avoir le soutien et puisse dérouler, advienne que pourra. Donc, vous voyez, donc on était dans un système vraiment qui est un piège où le président n'a pas le seul qui a le courage, si j'enlève celui qui est là actuellement, d'aller loin dans ce qu'il voulait faire. C'est le tout premier. Et ça a donné quel résultat? Après les 5 ans, il est parti. Et donc, tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? J'essaie de satisfaire tous les courtiers, tous les acteurs politiques qui sont là. Je les satisfais, je ne satisfais pas le peuple. Et conséquence, vous voyez l'état de notre système scolaire, vous voyez l'état du système sanitaire, vous voyez l'état du réseau routier. Donc, tout ce qui est censé favoriser l'intérêt général a été laissé au détriment d'acteurs politiques qui gagnent des marchés, qui créent des entreprises, qui exécutent mal, mais qui empochent des millions et des milliards. D'accord? Qui promettent faire un chantier qui démarre et qui ne termine pas, mais ils ont empoché 80% des ressources. Ça, c'est le côté pervers du système qu'on a mis en place. Oui, allez-y. Et depuis 2016, vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'il y a une transition, qu'il y a un changement de modèle. Et donc, quand les opposants disent « oui, nous ne sommes plus dans la démocratie », ils ne sommes plus dans l'autre démocratie. Nous ne sommes plus dans l'autre modèle démocratique. Mais est-ce pour autant que nous sommes tombés dans la dictature? Je ne pense pas. Oui. Florian Fadongo, oui. Je ne parlerai pas encore de dictature, mais pensez-vous réellement que cette réforme du système partisan profite au peuple? D'abord, il ne faut pas faire une lecture désarticulée, isolée. Il faut prendre l'ensemble des réformes. Vous voyez, vous avez réforme du système partisan, vous avez réforme du code. Ne semble-t-elle pas profiter plus à un ensemble qu'au peuple? Non, je ne pense pas. Écoutez, les partis peuvent toujours continuer par se créer, n'est-ce pas? Il n'est pas dit qu'on ne peut plus créer de partis. Oui, mais pas aussi facilement. Mais vu, on voulait quoi? On voulait rationaliser le champ politique. D'accord? Si c'est facile, on se retrouverait dans la situation où on était, où vous aviez plus de clubs que de partis. Je préfère avoir 10 partis qui pèsent dans le débat, qui nous permettent de dégager. En fait, en simplifiant, en rationalisant, en redisant, vous simplifiez le choix pour le Béninois lambda. Si à l'arrivée, c'est 5 qui arrivent à positionner 5 candidats, ou c'est 10 candidats que j'ai, c'est plus facile pour moi de savoir ce qui différencie le candidat 1 du candidat 2. Donc, si les réformes nous permettent déjà de faire un premier tri, de faire une première élimination, une première sélection, pour permettre à quelques-uns finalement de se présenter face au grand peuple, je dis tant mieux. Parce que finalement, les gens ne savent pas ce qu'ils choisissent.
Oui, les gens ne savaient pas ce qu'ils choisissent exactement. Mais il n'y a pas là qu'un tri. Il y a plutôt une élimination, il y a plutôt une sélection, il y a plutôt... la sélection était toujours un processus naturel, donc il n'y a pas... il y a plutôt eu un processus qui a ostracisé une bonne partie de la classe politique. Je ne pense pas que ce soit Même aussi... s'il y a des points à reprocher à cette classe politique, à cette opposition radicale. Mais je dis... Heureusement, il y a toujours possibilité de créer des partis politiques. Donc, pour moi, il n'y a pas encore péril dans la demeure par rapport à cette situation de réduction drastique du nombre de partis politiques. En attendant d'accueillir Corneille Aïssé pour ces 12 minutes spécifiques et atypiques, propres à lui, Florian Falongo, qu'est-ce qui vous fait marrer? Encore que vous n'en avez pas encore subi. Vous n'avez pas encore connaissance de cette... Non, mais vous qualifiez déjà les 12 minutes, du contenu de ces 12 minutes. Les 12 prochaines minutes que je vais vivre d'atypique. C'est ça qui me fait marrer. Alors, Florian Falongo, nous parlions de la réforme du système partisan, mais il n'y a pas eu que cette réforme. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons désormais pu modifier cette loi fondamentale qui depuis plusieurs années, a vu passer des présidents sans pouvoir le faire, même le général Mathieu Kérékou et le docteur Boniaï, qui n'a pas manqué l'envie, n'a pas manqué aussi l'envie de modifier, d'apporter quelques modifications, quelques innovations à cette loi fondamentale. C'est désormais effectif. Oui. Oui. Heureusement. Mais est-ce comme on le voulait? Est-ce comme le veut le peuple? Le peuple, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est la maman au marché d'Antokpa, un peu partout. Et nous sommes dans une démocratie représentative, n'est-ce pas? Donc, quand on veut décider, parler au nom du peuple, on ne vient pas vous consulter, on ne vient pas me consulter à la maison. Ce sont nos représentants qui parlent en nos noms. D'accord? Vous faites bien de le dire. Voilà. Ce sont les 83 au Parlement. Lesquels 83 ont une couleur aujourd'hui. Très bien. Et il faut rappeler également... Représentent-ils réellement tous les Béninois? Pour le moment, c'est eux qui nous représentent. Légalement, juridiquement, chercher tous les mots, contester tout ce qui a été fait. Pour le moment, légalement, c'est eux qui nous représentent. D'accord? S'ils n'étaient pas là, comment fonctionnerait le pays? Qui légiférerait? Parce que depuis là, pour que chaque jour on tourne, ça fonctionne, qu'on prenne des prêts, qu'on ait des appuis, qu'on Même si cette législature reste sans l'opposition, rien à dire. L'opposition telle qu'on la connaissait de façon classique, oui, peut-être, et c'est ça, à l'issue de tout ce qui se passe. Même celle modérée n'y figure pas. Non, vous ne pouvez pas être sûr de ça. Vous savez pourquoi? Vous avez deux grands partis. Des 83. Oui, c'est vrai que vous avez deux grands partis qui sont officiellement tous de la mouvance, qui soutiennent le régime en place. C'est ce qui me fait mais vous dire... à l'intérieur, vous avez des sensibilités toujours. Oui, mais pas opposantes. Vous avez toujours des sensibilités. Ou peut-être des sensibilités opposantes non exprimées. Voilà, mais quand même, vous avez des sensibilités. Et qui, je le pense, ne pourra s'exprimer de sitôt. Ce qui est sûr, pour des pays comme nous, d'accord, qui ont encore beaucoup de défis, qui ont encore beaucoup de trucs à régler, l'idéal aurait été que nous puissions, toutes catégories confondues, la classe politique, sur des sujets précis, on oublie qui est de la mouvance, on oublie qui est de l'opposition, on est tous membres du parti Bénin. Ça, c'est ma conviction personnelle. Elle dit, ce n'est pas normal pour moi que sur des questions vitales, d'accord, on raisonne parti. Donc, j'estime que quand il se retrouve là-bas, quand il est question de toucher à la Constitution, j'ose croire qu'ils ne raisonnent pas parti. Et donc, que même s'ils ne sont pas issus d'un processus d'élection plus ou moins inclusif, d'accord, que ce qu'ils décident là-bas, ça nous engage nous tous, et qu'ils ne légifèrent pas pour une partie des Béninois, ils légifèrent pour nous tous. Voilà, c'est ce que je pense. On va revenir tout à l'heure après les 12 minutes pour apprécier la lecture d'un cadre de l'UDBN sur les derniers tests de loi. Justement, voter les innovations apportées à la loi fondamentale, le statut de l'opposition. Vous n'êtes pas sans le savoir, l'opposition a désormais un statut. C'est bien, non? Je ne vous le fais pas dire, vous me le direz tout à l'heure.
On avait toujours un statut, mais il était inopérant, on ne l'a jamais appliqué. Donc tant mieux si on nous dote d'un statut qui pourra permettre aux gens d'avoir le courage de se déclarer opposants. Tant mieux. En tout cas, on y reviendra. On accueille maintenant Corneille Aïssé sur les 12 minutes. Et atypique. Je me garde maintenant d'apprécier, de qualifier les... J'ai capté le mot déjà. D'accord. Je suis là. Voilà. Vous êtes présenté comme celui qui va me martyriser. Non, pas du tout. Heureusement. Monsieur Florian Finayon Fadonoubo, bonjour. Les 12 minutes atypiques ou infernales en tout cas, c'est à vous de savoir gérer ces 12 minutes. Si vous voudrez les rendre infernales, ça dépendra simplement de vous. Okay. Ce qui est sûr avec vous, nous avons plusieurs vagues de champs que nous pouvons explorer, agronomes, sociologues et puis jeunes acteurs politiques également. Nous allons rester, pour commencer, un peu loin, et bien sûr, du cadre politique, la vie sociale au Bénin. Monsieur Fadonoubo, dites-nous, vous qui êtes spécialiste, vous qui étudiez les dynamiques, l'évolution des sociétés, de la société au Bénin, le type béninois, l'homme béninois, que pensez-vous du béninois? Est-il méchant ou bon par nature? Le béninois, je pense qu'il est bon. En fait, j'ai toujours pensé que le béninois est comme tous les autres. Et donc, la vision pessimiste qui voudrait concevoir avec beaucoup de péchés capitaux pour comparer aux autres, il est bon, d'accord? Il est surtout, et ça, c'est surtout en politique que vous voyez cette attitude, il est surtout attaché à la justice. Vous verrez un acteur politique tout à l'heure qui l'a martyrisé, et qui, quelques secondes après, parce qu'il y a des gens qui le persécutent, cet acteur qui l'avait martyrisé devient son champion qu'il doit défendre. Vous l'avez vu avec le général, après la longue période révolutionnaire qui est devenu un champion. Mais justement, n'allons pas justement sur le terrain politique. Non, c'est pour dire ça. L'homme béninois, voilà. Il est bon. Alors, il est attaché à la justice. Comment interprétez-vous, en tant que sociologue, la perversité, la méchanceté dans nos sociétés? Parce que c'est un jeune qui a reçu une promotion, il faut aller au village et lui trouver quelque chose. Parce que, voilà, pour des raisons. Et aujourd'hui, vous êtes jeune, c'est difficile pour cette jeunesse-là d'émerger. Parce que on parle de la classe des aînés, on parle de la classe des jeunes. Et puis, vous entendez souvent ces expressions. J'ai fait au village. Est-ce que c'est la société africaine, la société en général qui est comme ça? Ou c'est ça. Au Bénin, c'est ça. On a un penchant spécialement en tant que sociologue. Dites-nous, voilà. J'ai toujours refusé, d'accord, l'exception béninoise par rapport à la méchanceté. Vous avez les méchants partout. Vous avez les méchants partout. Et vous avez des gens en Europe qui peuvent, en se rendant dans un village, se faire braquer, d'accord, de Kidoubé. Il a été assassiné froidement par des gens. Ce ne sont pas des Béninois qui l'ont tué. La méchanceté, elle est présente partout. C'est le résultat de l'éducation qu'on donne aux enfants. Donc, ça part de la cellule familiale, ça va au niveau des religions qui sont censées renforcer, ça passe par l'école. Mais est-ce que c'est parce que donc, nous pour avons moi, ce n'est pas quelque chose de aussi spécifique. facile le mauvais côté de nos réalités culturelles et culturelles? Non. Ce que je dirais, ce que je pense, c'est beaucoup plus la peur que nous inspire nos réalités. La peur. Nous avons peur parce qu'on nous a élevés dans la peur de qui nous sommes, de qui nos parents étaient. On nous a élevés dans la peur de ce que nos parents possédaient. Donc vous avez peur. Et dès lors que vous avez peur, tout peut vous arriver. Si vous avez peur d'aller au village, vous pensez qu'on va vous tuer, c'est facile que vous rencontrez malheur en allant au village. Vous voyez, ça c'est encore psychologique. Et cette peur vous amène à
être un étranger chez vous. Si vous êtes un étranger chez vous, si c'est quelques-uns qui maîtrisent les secrets, l'autre a dit, science sans ruine. Sans conscience, Science sans n'est que conscience ruine de n'est que l'âme. ruine de l'âme. Ça veut dire quoi? Il dit, la même âme qui a été inventée pour me protéger contre des agresseurs, contre des voleurs, si ma conscience n'est pas bonne, je peux l'utiliser pour aller dévaliser, pour aller attaquer quelqu'un d'autre. Donc, Vous utilisons comprenez? le bon côté. Donc nous avons tous voilà. des armes. Comment on fait pour les utiliser? Vous savez juste que nos armes typiquement béninoises, Donc, beaucoup de gens ne les maîtrisent pas. Sur Elles ce sont type de victimes- question, elles sont le victimes Béninois du est peu. un homme bon, pas nature. Il est bon par nature. Nature. Ah, Beaucoup de choses peuvent le transformer on par a la vu des suite. jeunes politiques positionnés sur des listes Oui. à des endroits donnés. Et quand on sait que c'est le douanier qui est à l'Assemblée, inamovible à l'Assemblée depuis pratiquement 10 ans ou 8e On prend législature, on prend peur. C'est arrivé à plusieurs reprises. Oui. Voilà. C'est le Mais résultat de pourtant, tout ce qu'on vient de le dire. Béninois est quand même bon par Il est nature, vous bon l'avez par dit. nature. La société, le travail maintenant, la précarité, la pauvreté, la misère ambiante dans nos sociétés, Oui. ces signes-là sont perceptibles. Oui. Est-ce à dire que le Béninois ne travaille pas, ou le Béninois, ou parce qu'il est volé? Volé par qui? Ben, à vous de nous dire. Est-ce à dire que Non, le la Béninois ou l'Africain ne précarité- travaille pas? Le Bénin et l'Africain, nous avons un problème, c'est qu'on nous a tous mis un modèle dans la tête, le modèle salariat. C'est ça, le modèle salariat. Le salariat n'engendre que la précarité. Le salaire, si vous remontez à l'histoire de comment on a fait pour déterminer le premier salaire en Angleterre, on a calculé ce que devrait manger un monsieur le matin, le midi et le soir. Et c'est ça que le patron a décidé de lui payer, multiplié par le nombre de jours où il travaille. Donc, dans un système où vous attendez, vous cherchez tous à être employés, c'est tout à fait logique que vous soyez dans la précarité. Et vous voyez, la crise de l'emploi, justement, est liée à ça. Tout le monde s'attend à être recruté. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les femmes au marché, vous voyez les jeunes qui sont à la recherche de l'emploi par-ci, par-là Au et marché, autres. toujours Pas forcément. Uh-huh. Pas forcément. Uh-huh. Et vous voyez la vie de nos gouvernants. Est-ce qu'aujourd'hui, ce peuple-là mérite, en fait, le bas peuple-là mérite réellement ce qui lui revient dans ces conditions-là? Il y a un grand décalage entre la vie de nos gouvernants, d'accord, qui se tapent une bonne partie de nos ressources. Oui, je comprends, d'accord. Donc le peuple est même volé si- par ses dirigeants. Oui, ça c'est clair. Quand vous voyez la série de scandales depuis les années 90, oui, nous avons beaucoup de politiciens corrompus, voleurs du peuple, je suis d'accord. D'accord. Mais ça seul n'explique pas la précarité. Pour comprendre la précarité ambiante généralisée, il faut remonter au mode de pensée qui veut que nous cherchions tous un emploi salarié. Ça, c'est une bonne lecture Vous voyez, de un emploi sociologue. salarié. Voilà. On poursuit maintenant votre casquette d'agronome également. Rappelons un peu l'affaire glyphosate. On va rappeler quelques affaires. L'affaire glyphosate. Alors, on a vu, ça a commencé aux États-Unis avec Monsanto. Entre-temps, au Bénin, il y a cette vague-là avec les organisations paysannes et puis la société civile militante pour l'environnement. Cela a amené d'ailleurs le ministre Dossouri a déclaré publiquement que le glyphosate est sans conséquence sur l'homme, sur l'environnement en tant qu'agronome. Que pensez-vous de ces propos du ministre Gaston Dossouri? C'est délicat. D'abord, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, qui ne fait pas partie de mes champs de spécialité. D'accord. Donc, ce que je vais dire sur ça, ça relève de ma connaissance générale vague sur le sujet. C'est vrai que j'aurais été encore plus à l'aise si j'écoutais moi-même le ministre du début jusqu'à la fin. Parce que là, c'est juste une portion que vous m'avez servi. Non, mais ce qu'il a dit avant la portion. C'est ce qui a été dit. Oui, ce qu'il a dit avant c'est ce qui a la été portion. dit devant caméra et tout le monde. Voilà. Je suis d'accord. Dit, mon côté chercheur scientifique, je porte beaucoup de gants, quoi. Ce que la personne a dit avant, cette portion qu'on a diffusée, et ce qui a été dit après, sont essentiels de vos pour connaissances cerner son générales en tant qu'agronome. Voilà, de est-ce mes que connaissances le générales, glyphosate- ce qu'il est en train de dire, et que bon nombre d'experts, d'agronomes disent, c'est qu'il y a une manière d'utiliser le glyphosate. Il y a une manière d'utiliser, il y a une bonne manière et il y a de mauvaises manières.
beaucoup de spécialistes disent quand vous utilisez tel que c'est recommandé, avec l'équipement nécessaire, en respectant les normes, les distances, tout, les risques sont amoindris. Donc, le risque existe toujours. Oui, non, il y a toujours un risque. Vous utilisez alors, mais si truc qui n'est pas tel est le naturel, cas, donc le est-ce risque qu'il faut existe. continuer par l'utiliser au Bénin où il faut l'interdire? C'est... Plusieurs pays l'ont fait, hein, surtout dans l'Union européenne, plusieurs pays l'ont déjà fait. Est-ce En qu'il France, faut, ça s'utilise toujours, je ça pense. s'utilise, mais ça va être interdit très bientôt également Bon, en France. tel que nos pays fonctionnent, quand ça va être totalement interdit dans tous les pays européens, aussi bien en France, c'est sûr que les pays africains s'aligneront. C'est malheureusement la géopolitique, la politique internationale, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Ali, le débat, si vous décidez tout à l'heure de l'interdit, comment vous faites la substitution, avec quoi vous faites la substitution, comment vous gérez votre filière coton qui vous donne quand même une bonne partie des ressources. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. C'est une question environnementale, mais qui a beaucoup d'implications au niveau économique et politique. Mais je reste également dans ce domaine de la culture du coton, l'or blanc, le poumon de l'économie béninoise. Doit-on continuer à faire cette culture-là, dévastatrice de l'environnement? Ça fait quand même plus de 30 ans que nous faisons le coton. C'est vrai qu'il y a des conséquences quand vous allez dans les zones de production. Oui, on peut continuer par faire en améliorant les pratiques. C'est possible de continuer par faire. D'accord? En faisant une transition. Vous savoir quand même aujourd'hui les conséquences, surtout dans le nord du pays, quand vous allez aujourd'hui à Banikwara, avec aujourd'hui l'effet, bien sûr, dévastateur de la culture du coton, avec tout ce qu'on utilise comme pesticides et autres, et amplifié par le réchauffement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mieux pour le Bénin de commencer par sonder d'autres types de cultures? On doit sonder, on doit diversifier, sans forcément nous fermer la porte du coton. Ce qu'on peut faire avec le coton, est-ce qu'on ne peut pas se débarrasser du coton? Les autres cultures que vous voulez faire, vous avez déjà la garantie dévastatrice. que vous n'allez pas utiliser des intrants, des produits phytosanitaires? C'est-à-dire les autres produits de substitution. Vous comprenez? En fait, ce débat est un débat souvent qui nous amène à réagir de façon émotionnelle, quoi, alors que c'est des sujets très pragmatiques. Alors, j'aurais pu aller également sur l'affaire Ipov et autres, mais on revient maintenant dans votre vie politique. Les jeunes dans l'UDBN sont réellement privilégiés, comme, et bien sûr, le chante souvent la présidente du parti. Oui. Un exemple. Mais un exemple. Les privilèges qu'on accorde aux jeunes. Voilà, c'est un jeune que vous avez devant vous pour faire la lecture politique de ce qui s'est passé durant toute la semaine. Envoyez pas On aurait pu envoyer. Envoyez pas le parti ou bien une décision volontaire de ces jeunes que nous avons en face de nous. Non, c'est une décision volontaire. Donc je ne porte pas officiellement la voix du parti. D'accord? C'est une décision volontaire. D'accord? Mais ça aurait pu être un gérontologue, quelqu'un de la soixantaine et autres. Nous avons jusque quelques secondes encore. Eh bien, une série de questions, rapidement, questions fermées. Patrice Talon, mauvais président? Non. Patrice Talon est bien sûr déçoit les jeunes? Non. Patrice Talon, l'homme de la situation? Oui. Merci. Merci, Corneille. Je vous ai accordé un bonus. C'était Vous ne m'aimez pas. Au lieu de mettre fin à ma souffrance. c'était le 12 minutes. Merci. Avec Corneille, on le retrouve dimanche qui vient. Dimanche qui vient avec un autre invité. On retrouve maintenant notre cher ami Florian Fadonungbo pour apprécier maintenant, continuer à apprécier les dernières innovations apportées au test de loi, au test fondamental. Florian Fadonungbo, on renoue avec les derniers votes à l'Assemblée. La célérité dans les votes, je n'ai plus à vous le préciser. La loi fondamentale, je l'ai dit, cela n'a pas été facile, cela a été très difficile, mais on a pu quand même maintenant lui apporter quelques modifications et on sait désormais qu'il y a une limitation maintenant au mandat des députés. On sait que la peine de mort est supprimée. Il y a désormais la constitutionnalisation de la Cour des comptes, la création d'un poste de vice-président, pour ne pas parler du duo présidentiel. Oui. Et
L'autre volet, défendu corps et âme par votre présidente, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, justement la représentativité des femmes au niveau des postes de décision, au niveau des instances de décision. Et oui, il y aura désormais une loi pour définir, on l'a su désormais. Au regard de toutes ces innovations apportées à la loi fondamentale, Florian Fadonongo, Oui. quelle lecture en faites-vous? Pour que on a fait beaucoup d'avancées, d'accord, que la législature actuelle, d'abord j'ai été moi aussi frappé par la célérité. Et j'espère juste que dans la célérité, des coquilles ne se sont pas glissées et que dans la mise en œuvre, on ne va pas se retrouver avec des dispositions difficilement opérationnalisables. Il y a des innovations qui, a priori, sont bien pertinentes. Très pertinentes. La reconnaissance, par exemple, de la chefferie traditionnelle. Oui. Je pense que c'était nécessaire. Oui. Sur ces détails, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous ne me direz pas le contraire. Justement, en parlant aussi de ce dont je parlais, hein, la discrimination positive. À l'endroit des dames. Et il y a même un truc que beaucoup ne voient pas. Vous avez dans les innovations deux dispositions qui favorisent, une qui favorise les hommes et une autre qui favorise les jeunes. Il y en a qui favorisent. Ce qui favorise les jeunes, c'est justement la limitation du nombre de mandats au Parlement. Vous comprenez? Si on empêche un député de s'éterniser, c'est justement pour qu'il passe. Oui, mais on aurait pu en restreindre davantage, à 2. C'est possible. À 2. On est parti de limiter à 3. À 3. Peut-être que les législatures à venir vont encore pousser le... Et 3 assister un ténor de sa circonscription, consommer les 15 ans, c'est possible. Eh bien, il ne restera plus grand-chose à ce jeune de la localité ou à ces jeunes de la localité. Quand on regarde où on a quitté, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc vous voyez, ça, on ne dit pas directement que ça favorise les jeunes, mais en réalité, d'une manière indirecte, c'est et les jeunes et les femmes que ça porte. Et la discrimination positive, c'est aussi pertinent parce que il fallait aider les politiciens à faire bouger les lignes. Si on se contentait juste de leur bonne conscience pour commencer par positionner, c'est sûr. C'est sûr qu'on allait toujours rester à des promesses théoriques et verbales sans que fondamentalement rien ne change. Mais devrait-on permettre à un député titulaire qui a été nommé à un poste de revenir encore à... Si cela ne tenait qu'à moi, non. N'est-ce pas? Non. Alors, comme quoi... Il faut lui permettre... Tout n'est pas aussi pertinent. Non. En fait, nous ne pouvons pas, les 10 millions de monarques que nous sommes, nous ne pouvons pas être d'accord sur tout. Ce n'est pas possible. D'accord? Nous ne pouvons pas être d'accord sur tout. Et donc, quand, voilà, globalement, on est d'accord sur l'essentiel des points, on ferme les yeux sur les petits points sur lesquels il n'y a pas de consensus, et on voit dans la mise en œuvre ce que ça donne. Ce qui est sûr, on vient de dévierger la Constitution. Donc, il y a possibilité que... Je rappelle, vous l'avez dit, que vous ne portez pas la voix du parti, vous n'êtes pas là, votre lecture n'est pas celle du parti, mais que c'est personnel. Je tiens à le préciser. Je tiens à le préciser pour éviter tout amalgame. Voilà. C'est ma lecture, même si je suis membre du parti. Mais là, je ne suis pas envoyé là en tant que porte-parole, représentant. C'est important pour qu'on ne dise pas après que c'est la position de l'UDBN. Florian Fadonongo, le duo présidentiel. Bon, comme beaucoup, j'ai été surpris parce que personne ne voyait ça venir. D'accord? Mais l'explication qui a été donnée, c'est voilà, stabiliser, permettre le maintien du calendrier électoral. Pour moi, c'est objectif, c'est pertinent le raisonnement. Si on regroupe et qu'on n'essaie pas de mettre des balises, de ficer, à tout moment, un événement malheureux peut modifier le calendrier. On va se retrouver encore avec l'avalanche, la succession et toutes ces dépenses inutiles que nous faisons chaque année, dans des élections qui ne changent pas fondamentalement notre quotidien. Et ça, c'est l'un des griefs que j'ai avec l'ancien modèle politique. La démocratie n'est pas seulement la tenue régulière des élections. Et si vous observez pratiquement d'Amérique du Sud, Asie et Moyen-Orient... On l'a toujours chanté, hein, l'alternance politique, nous l'avons connu au Bénin, mais on est resté... Vous avez actuellement une contestation des régimes démocratiquement élus. Ah oui. Et la raison, elle est très simple, les populations se sentent désillusionnées. On a élu, on a changé, on change, sans que rien ne change dans nos vies.
le droit de pouvoir aller voter pour changer ses représentants, la finalité, c'est espérer qu'il y ait... C'est-à-dire le fait que je dois voter est une pression sur vous, dirigeants. Donc, à vous performer, à vous améliorer. Donc, je dois sentir une amélioration dans mes conditions de vie. Donc, si on ne sortait pas très vite de ce modèle, c'est sûr que d'ici là, un beau jour, les gens vont se lever pour dire nous-mêmes, nous sommes fatigués par cette démocratie qui nous affame. Il est une des dispositions qui vise désormais, Florian Falongbo, à optimiser les ressources, la trésorerie béninoise. Il y aura désormais l'organisation des élections générales. Et non chaque 2 ans. C'est de ça que je parlais. Vous voyez. Mais maintenant, dans l'applicabilité, dans l'organisation, dans le fonctionnement même de cette année électorale, de cette élection générale. Honnêtement, je n'en sais pas grand-chose. Je suis un spectateur, j'attends voir comment ça va se passer. J'ai cru entendre qu'on prendra une année et durant l'année, il y aura deux périodes électorales, une période où on fera, je me semble, communale et législative, il y aura toutes les élections, et puis après présidentielle. Je peux vous le rappeler rapidement, il y aura l'élection générale, des élections en partie de 2026, n'est-ce pas, qui implique que le mandat des élus locaux, communaux et municipaux qui seront désignés déjà en 2020, va se poursuivre justement en 2026. Exactement. Et les députés de la 8e législature, les députés actuels bien évidemment, vont rester en place jusqu'à la fin de le mandat, de 4 ans naturellement. Et ceux qui seront élus maintenant en 2023 auront un mandat transitoire, voilà, qui va leur permettre d'atteindre 2026. Voilà, en quelque sorte. C'est vrai que beaucoup auraient souhaité que cela soit pour 2021, mais voilà, ils ont préféré pour 2026. En 5 ans, on ne va pas mourir, donc on est là. J'aurais voulu vous entendre sur d'autres détails, tels le nombre de députés, de sièges au Parlement qui, au-delà de 2026, passera de 83, vous le savez, à 109. La caution maintenant qui reste plus ou moins raisonnable que ce que c'était, que la plus hallucinante de l'Afrique et du reste du monde. Toutes ces modifications prouvent tout simplement qu'il y a eu une amélioration de ce qui a été fait en 2018 et que les gens ont fait une analyse critique. Quand on passe de 200 et quelques à 25, c'est qu'à un moment donné, ils ont réfléchi, ils se sont mirés et ils ont compris sauf que le parrainage reste l'autre grande barrière qui ne dit pas son nom. Enfin, c'est Florian Falongbo. C'est complètement terminé pour ce numéro de... Ça passe tellement vite. C'était tellement vite. On avait suffisamment de points à aborder, mais vous n'allez quand même pas partir sans dire un mot. Et en 30 secondes sur l'expulsion, que dis-je, le retrait d'agrément à l'ambassadeur de l'Union européenne. Je suis un citoyen, je fais confiance à mes dirigeants. Le diplomate en question n'est pas le seul diplomate en poste au Bénin. C'est vrai. Donc, si son expulsion ou il y a retrait d'agrément, c'est sûr que les autorités béninoises ont de bonnes raisons pour avoir pris cette décision. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je fais entièrement confiance à nos autorités. Votre mot de la fin. Je suis content, je vous remercie pour cette invitation, d'accord, pour l'échange, pour la discussion. Je reste persuadé que tout ce que nous vivons, la période actuelle est une période transitoire. Et je suis convaincu qu'après cette transition, beaucoup de choses... C'est-à-dire que le Bénin ne sera plus jamais ce qu'il a été. Ça, je suis très convaincu. Je suis très convaincu et c'est fort de cette conviction que j'invite, d'accord? J'invite surtout les jeunes et surtout les gens qui n'avaient jamais, qui sont sans expérience politique comme moi, pour qu'ils reconsidèrent, pour qu'ils revoient la politique autrement, d'accord? On a une idée négative de la politique, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Il faut que nous nous prenions en charge, il faut que nous occupions les places que nous devons occuper, il faut que nous nous engagions. Je trouve cela essentiel, d'accord, pour consolider, pour que tout ce que nous supportons, tous les sacrifices que nous endurons depuis 2016 ne soient pas peine perdue. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé au niveau de l'UDBN. Voilà, et je ne m'en plains pas pour le moment. Merci Florian. Finalement, Florian Falongbo. Je voudrais croire qu'on pourra vous retrouver encore très, très, très bientôt pour lire d'autres pans de l'actualité sociopolitique. Florian Falongbo a lu
au prisme justement des principes socio-anthropologiques, la dynamique de la société béninoise, comparée à bien d'autres, au cours des 12 minutes, bien évidemment, vous l'avez fait, vous avez fait le constat avec nous, fidèles amis. Au plan politique, eh bien, la méthodologie dans la recherche scientifique a permis à l'invité d'aborder avec subtilité, aise et une mince prudence les délicates questions inhérentes aux faits socio-anthropologiques. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour ce numéro de ce 1er décembre 2019. 1er décembre, vous savez, Florian Fadongo, je ne vous apprends rien, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. On aurait pu aussi vous arracher un mot à propos, on n'a pas pu le faire. On y reviendra, bien évidemment. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À dimanche.